Bonjour et bienvenue, Salon du Bourget, 51e édition, journée 6, c'est-à-dire le samedi, plus qu'une, demain dimanche. Aujourd'hui, nous sommes installés devant un superbe, tout neuf, brillant ATR 72-600 qui, cette semaine, a été livré au Salon du Bourget à ses propriétaires, la compagnie Air New Zealand. C'est toujours émouvant de se retrouver devant un avion qui va partir pour sa vraie vie de travail. Pour l'instant, il était à l'usine, il a été construit, il est venu ici, il est prêt, il est neuf, mais il va partir vivre sa vie. Surtout si cette vie doit se dérouler de l'autre côté du monde, de l'autre côté de la planète, en Nouvelle-Zélande. Il est facile d'imaginer cet ATR en train de contourner les neiges du mont Cook et de survoler les superbes paysages que Peter Jackson a filmés dans la saga des Hobbits, les Hobbits en quête de l'anneau et de la sagesse. Cet ATR va vivre une vie interminable de voyage d'un bout à l'autre de la Nouvelle-Zélande et sa vie utile va durer au minimum une vingtaine d'années. Pour l'instant, il est ici, il est au chaud, il est au Salon du Bourget, il se fait admirer. Mais dans 2 jours, tout ça, c'est fini. Dans 2 jours, il s'en va. Bon vent, l'avion. Les dernières versions des ATR, les 600, ont été totalement repensées du point de vue du cockpit. Les anciens instruments qu'on appelait les pendules ont été remplacés par ces écrans, ces grands écrans, et surtout la logique de fonctionnement des informations qu'on obtient à travers ce tableau de bord a été totalement repensée par l'équipe des essais en vol d'ATR dirigée par Eric Delsal. Ils ont repensé la logique de fonctionnement de manière à rendre le pilotage et la gestion du vol de plus en plus intuitifs. En matière de sécurité, ça fait faire des avancées absolument énormes. L'impression 3D s'invite dans tous les secteurs et évidemment celui de l'aéronautique. La société BIM conçoit des imprimantes 3D capables de fabriquer des composants de moteurs d'avion. On est plutôt dans les industries de pointe, on travaille sur des pièces aujourd'hui qui ont des coûts élevés et donc on va amener aussi des savoir-faire pour le travail de certains matériaux comme le titane qui sont difficiles à usiner, on n'arrive pas à enlever la matière, on arrive mieux à les fabriquer en ajoutant cette matière. Nous on est sur un procédé métallique. Donc pour le coup il faut des machines un peu plus puissantes que ce qu'on peut voir habituellement dans le plastique puisque notamment on va utiliser des sources laser de puissance qui vont fondre de la poudre et ensuite cette poudre une fois fondue par empilement des couches les unes sur les autres on va pouvoir créer la forme voulue. On appelle ça donc de la fabrication additive puisqu'aujourd'hui on était plutôt dans des méthodes subtractives, on enlevait de la matière sur un bloc et bien là en empilant des couches les unes sur les autres comme vous pouvez le voir sur la pièce qui est derrière, et bien on va pouvoir monter la forme désirée. Ça libère beaucoup les imaginations, c'est-à-dire que vous allez être capable de faire des formes qui étaient impossibles jusqu'à maintenant, vous allez être capable de faire des réparations qui étaient impossibles jusqu'à maintenant, de faire ces réparations à des gens qu'on ne trouve plus aujourd'hui, ce qu'on appelait les moustachus qui avaient 30 ans de métier en soudure. On a du mal à former aujourd'hui des jeunes, mais c'est plus facile si vous mettez sur une machine d'avoir un technicien formé à opérer sur cette machine. Vous allez avoir des nouveaux matériaux. Nous, on a par exemple une possibilité, avec notre machine qui est nouvelle et assez extraordinaire, de pouvoir changer la composition du matériau pendant la fabrication de la pièce. Ce qu'il faut comprendre sur l'impression 3D ou la fabrication additive, c'est que c'est la première fois qu'on conçoit la forme en même temps que la matière. D'habitude, vous amenez un bloc de matière et vous enlevez pour obtenir la forme. Ou vous faites un moule, donc vous avez votre forme et vous coulez la matière à l'intérieur. Nous, on va imprimer en même temps la forme et la matière. Et pendant cette impression, avec notre technologie, et ça c'est unique, on peut changer la composition. On peut partir de 2 bases métalliques et puis avoir un mélange à 90 et 10%, et derrière changer cette composition au fur et à mesure pour faire changer les caractéristiques de la pièce en résistance mécanique, en élasticité ou en toute autre capacité matériaux qui nous intéresserait. On a annoncé sur le salon la vente donc d'une machine qui va être un moment clé pour nous au groupe Safran, donc c'est le groupe numéro 1 de l'aéronautique côté moteur, entre autres, avec Snecma, avec Turbomeca. Et donc on est plus aujourd'hui, à cet instant, chez les donneurs d'ordre, ce qu'on appelle, donc chez ceux qui conçoivent et qui fabriquent leurs pièces ou leurs ensembles, leurs moteurs, puisque c'est un procédé nouveau, ce qu'on appelle de rupture. Donc clairement, il faut qu'à un moment, ces fabricants évaluent
teste et approuve ce type de technologie avant que toutes derrière les sous-traitants, que ce soit des grandes entreprises ou des PME, soient elles-mêmes, investissent elles-mêmes à leur tour sur ces machines pour produire. Isabelle, Rex, c'est quoi? Alors Rexia Group, c'est 700 personnes, basées en Auvergne essentiellement, avec 3 entreprises qui sont dans des régions limitrophes. On est sous-traitant majeur dans l'industrie aéronautique sur des fabrications de pièces composites, métalliques et hybrides. Et on est aussi fabricant d'avions certifiés. C'est de la très haute technologie puisqu'on touche beaucoup de pièces de structure sur tous les grands programmes français actuels. Donc des pièces travaillantes qui vont de pièces de dérive de Falcon à des empennages d'hélicoptères, à des pièces qui rentrent dans les moteurs ou dans les réacteurs. Donc effectivement, on touche vraiment des pièces vitales de l'avion. Mon père est pilote, ma mère est pilote, ils se sont rencontrés sur un aérodrome, on est des pilotes d'aéroclub. On s'est dit à un moment donné que c'était dommage de ne pas pouvoir faire profiter aussi les aéroclubs, les pilotes de loisirs de l'aviation légère, de toutes ces technologies qu'on met aujourd'hui en œuvre pour nos donneurs d'ordre. Et en même temps, ces avions nous servent aussi de vitrine industrielle. En fait, vous mélangez la passion au départ et la raison ensuite dans la réalisation, c'est obligé. Eh ben, on n'a pas le choix, et puis il y a quelqu'un de très sage qui a dit un jour que pour faire une petite fortune en aviation légère, il fallait partir d'une grande. Nous on est auvergnats, on n'a pas de grande fortune, donc on a mis de la raison là-dedans, donc le choix ça a été de se diversifier et d'acquérir des savoir-faire autour de hautes technologies et de mailler vraiment l'activité aviation légère avec cette activité de sous-traitance pour qu'elle se complète utilement pour pouvoir avoir une démarche économiquement justifiée. Est-ce que ça veut dire que ces petits avions sont en fait, c'est pratiquement comme des gros morceaux, des petits morceaux d'Airbus ou de Falcon? Alors oui, on peut le dire, comme on peut dire aussi que dans les morceaux d'Airbus et de Falcon, il y a des morceaux de nos avions, puisqu'on développe des process, on développe des procédés qu'on certifie sur nos machines et ensuite qu'on peut extrapoler et qu'on peut proposer à nos donneurs d'ordre, donc à Dassault, à Airbus Hélicoptère, à Safran, à Sagem, enfin tous les grands noms de l'aéronautique. Vous n'avez pas un peu l'impression d'être les derniers des Mohicans? Alors moi je dirais pas le dernier des Mohicans, je dirais c'est un peu comme Astérix et le village gaulois, il y en a un qui résiste et c'est nous. Catherine, le Salon du Bourget, le 51e, c'est aussi un moment un peu privilégié pour les gens du Musée de l'Air dont vous êtes la directrice. C'est un moment un petit peu magique parce que, d'abord, effectivement, le salon se passe sur nos terres, je dirais. Mais en plus, vous savez, j'ai vraiment très envie de donner à ce musée sa vraie nature, sa vraie voix. C'est-à-dire que, bien sûr, nous parlons du passé sur lequel nous sommes appuyés, mais nous parlons aussi du présent et du futur. Au moment du salon, je crois que ça se voit. Le musée fait partie intégrante maintenant du salon. Le musée est en pleine rénovation et le bâtiment historique est en pleine lumière puisque l'aérogare 1937 de Georges Labro est en train d'être faite entièrement. Ça a beaucoup d'allure. Et les nouveaux halls que nous avons faits, 39-45, Normandie-Niemen, tout est très attirant, très joli. Enfin, on se rend compte que ce musée, mais il est magnifique, mais c'est le premier du monde par les collections, c'est le plus ancien du monde. Je crois que les développements du Grand Paris maintenant en sont bien conscients. C'est sa chance. Et le musée aura une place de premier plan dans le Grand Paris. Voler au Bourget, c'est assez difficile parce que vous savez, c'est un petit box très particulier, très difficile. Je sors du briefing où on me rend ma trace, un radar vous suit. C'est à la fois formidable pour moi parce que je vole
face à mon bureau. Tous les jours, je vois cette piste sur laquelle je n'ai pas du tout le droit de voler entre les salons du Bourget. Donc, quel plaisir d'y aller pendant le salon. C'est aussi sans doute un des meetings les plus difficiles et les plus prestigieux. Donc, c'est un grand bonheur d'y être. La voltige de compétition, par exemple, pour moi, c'est déjà derrière relativement loin. J'adore ça. C'est quelque chose sur lequel je m'appuie. Et je crois que j'ai eu le plus beau compliment hier. J'ai construit un programme à base de figures très techniques, mais qui soit beau, qui soit joli en essayant de faire. Et quelqu'un m'a dit « Ah, c'est formidable, je viens de voir de la danse dans le ciel. » Et ça m'a beaucoup plu. Et moi, c'est exactement, effectivement, ce que j'essaie de faire grâce à un fond de technique sur lequel je peux m'appuyer, de faire quelque chose qui soit joli, qui soit varié, qui soit un peu à l'enchantement au milieu des choses très sérieuses. Je dirais que ça, c'est le corps de l'avion, mais l'âme de l'avion, elle est encore au bureau d'études, dans les simulateurs. Et on attend que l'âme et le corps se réunissent pour voler ensemble. Quand j'étais lycéen, j'étais quand même assez intéressé par tout ce qui était mécanique en général. Donc par les sports mécaniques, par la Formule 1, par l'aviation, par les essais d'avion. Donc quand la question s'est posée de quoi faire, j'ai cherché à faire quelque chose qui pouvait répondre à ce goût que j'ai depuis toujours. En mars 69, je me souviens très bien d'un dimanche après-midi où j'étais devant ma télévision à regarder le premier vol du Concorde. Évidemment, je me disais, ça, voilà quelque chose qui me plairait, voilà quelque chose que j'aimerais faire. Mon vélo est toujours là, ils ne me l'ont pas piqué, c'est bon. T'es venu en vélo? Non, je l'ai mis dans la bagnole. T'as mis dans la bagnole? Mais j'ai fait le tour de l'avion en vélo. Dans le sol? Oui. Vous pouvez vous débrancher, vous restez pas trop loin. Là. Je me mets à droite. Parfait.
Pendant la course au décollage, si quelqu'un voit quelque chose qui lui plaît pas, il peut gueuler stop et j'obéirai. D'accord. C'était un vrai plaisir, hein. Ah ouais, vraiment. C'est sûr que c'est un privilège d'être le pilote du premier vol de la 380, c'est évident. Ça me fait plaisir que mes petits-enfants un jour sachent ça, si un jour j'ai des petits-enfants. Nous allons maintenant ajouter un instrument à cette collection impressionnante. Il s'agit du Chrono Aerospace Breitling qui est le prix de notre concours organisé avec nos amis de Breitling. Concours qui aura lieu, je vous le rappelle, dimanche sur notre page Facebook. Chaque jour, un indice va vous aider à mieux répondre aux 7 questions qui vous seront posées dimanche prochain sur notre page Facebook. Le 6e indice, celui que je vais vous donner maintenant, va donc vous aider à répondre à la 6e question. Alors cet indice se trouve dans notre série Le Hangar que je présente avec l'excellent Fred Courant. Si vous allez dans le numéro 2 de la série du Hangar, l'épisode consacré au moteur d'avion, vous y trouverez cet indice. Alors pour ça, vous allez sur Replay et puis vous regardez le numéro 2 et vous trouvez l'indice et vous jouez dimanche. Breitling, Instruments for Professionals. Voilà, c'était la 51e édition du Salon du Bourget, journée numéro 6, samedi. Demain, c'est la dernière journée, mais nous serons là. Toute l'équipe d'Aérostar sera bien entendu là encore avec vous pour vous faire vivre cette manifestation extraordinaire. En attendant, faites comme nous. Si vous volez, volez prudemment.